merci pour cette présentation. Donc, nous accueillons cet après-midi Marion Paillet, qui vient nous présenter son livre Né sans vie. Donc voilà, elle a prévu toute diaporama, toute une présentation. Vous aurez la possibilité à la fin de la rencontre, pour ceux qui le souhaitent, de vous faire dédicacer le livre directement auprès de Marion Paillet. Je prends la parole juste un petit moment pour vous rappeler que moi je viens d'enlever le masque juste 2 minutes pour vous parler, mais que comme nous sommes un lieu public clos, en fait le port du masque est obligatoire voilà, pendant la durée de la rencontre. Et puis ainsi que la distanciation, si vous n'êtes pas venus ensemble de la même famille, mais là je vois que tout le monde est espacé, donc ouais, c'est très bien. Vous avez également du gel hydroalcoolique un petit peu partout à disposition à l'entrée et dans le hall de la médiathèque. Et voilà, donc les portables que vous pouvez éteindre. Et je vous souhaite de passer une bonne conférence, une bonne présentation. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence. Avant de commencer, je tenais à préciser qu'aujourd'hui, il s'agit de ma toute première conférence. Je m'excuse donc d'avance si je ne vous semble pas très à l'aise pendant cette présentation et je vous remercie de votre indulgence. Je vais donc vous présenter mon livre qui s'appelle Né sans vie. Il s'agit, je vais vous parler donc du deuil périnatal, mais également du syndrome de Digeorge, qui est une maladie génétique rare, peu connue du grand public. La conférence va donc se dérouler en 4 parties. La première partie sera consacrée à mon histoire, qui permettra de faire le lien avec le diagnostic du syndrome de Digeorge. Durant la deuxième partie, je vous parlerai donc de ce syndrome avec un peu d'histoire et je vous donnerai quelques explications médicales. Dans la troisième partie, j'aborderai le thème de l'interruption médicale de grossesse. Et enfin, je terminerai par une sensibilisation au deuil périnatal. En effet, c'est une terrible épreuve que j'ai malheureusement traversée en 2017. Il s'agit d'un sujet encore trop tabou aujourd'hui et cela me tenait à cœur de le mettre en lumière. À cause de ce syndrome, le 1er septembre 2017, c'est toute ma vie qui a basculé. En effet, j'accouchais de mes jumeaux nés sans vie. Ce jour-là, je suis donc devenue une maman pas comme les autres, et plus exactement, une mamange. Pour faire face à ce deuil, je me suis alors lancée dans l'écriture. Cela a été une véritable thérapie, et grâce à une cagnotte lancée sur Internet, à laquelle mon entourage et de nombreuses personnes ont participé, j'ai pu autopublier mon livre qui s'appelle donc Né sans vie pour rendre un dernier hommage à mes anges et également pour aider d'autres parents endeuillés. Mais pour comprendre comment je suis arrivée à ce jour tragique du 1er septembre 2017, il faut remonter le temps. Tout commence le 15 octobre 86, le jour de ma naissance. Sur cette photo, je suis dans les bras de ma mère. Le bébé à côté de moi, c'est mon cousin. Il n'a seulement que quelques mois de plus. Je semble minuscule à ses côtés. Mon poids et ma taille sont en dessous de la normale. J'ai également un souffle au cœur qui m'épuise et m'empêche de téter correctement. Mais les médecins pensent que c'est un souffle banal qui n'est pas à l'origine de mes soucis de nutrition. Donc ici vous avez la courbe normale et en violet, voici ma courbe de poids qui est bien en dessous de la normale. Donc c'est un vrai casse-tête pour ma mère qui sent bien que quelque chose ne va pas. Elle demande alors l'avis de plusieurs médecins. Commence une errance médicale qui va durer 3 mois. 3 mois durant lesquels ma mère ne se sent pas complètement prise au sérieux et pendant lesquels les médecins émettront plusieurs hypothèses sans faire d'examen complémentaire. Selon eux, je ferai soit de l'intolérance au lait, soit une anorexie mentale, ou encore peut-être
que j'aurais une piqûre gastrique. Heureusement, un jour, un médecin lui propose d'aller rencontrer le professeur Choussat au CHU de Bordeaux, qui décèle tout de suite le problème et me donne un traitement de la digogine pour ralentir le rythme cardiaque. J'ai en fait une cardiopathie congénitale, une communication interventriculaire et une hypertension intrapulmonaire. Et je vais donc bénéficier d'une intervention chirurgicale. Donc, en quoi ça consiste? Il s'agit d'un petit trou, donc ici, entre les deux ventricules, au niveau de la membrane. Le sang riche en oxygène, du ventricule gauche ici, qui est censé partir vers les organes par l'aorte, communique en fait avec le sang pauvre en oxygène du ventricule droit, ici. L'intervention chirurgicale consiste à suturer un patch synthétique ou une rustine pour les amateurs de vélo au niveau de ce trou. Le sang chargé en oxygène pourra enfin s'échapper par l'aorte en totalité afin d'alimenter tous les organes sans qu'ils soient en surventilation pulmonaire. La respiration va devenir normale et le rythme cardiaque va prendre enfin une cadence normale. Tout cela reste au final donc très mécanique. En février 1987, à mes 1 an, l'intervention réussit. Ma croissance s'améliore. Donc juste sur le dessin, ici c'était donc avant l'intervention. L'intervention ici, et on voit donc que ma courbe s'améliore après l'intervention. Mes parents sont soulagés. Cependant, je reste petite et pas bien grosse durant quelques années, ce qui me vaut quelques moqueries à l'école. À la suite de cette chirurgie, de 1986 à 2006, je suis suivie pendant 20 ans de façon très régulière au CHU de Bordeaux. À chaque visite, je bénéficie d'hospitalisation d'1 semaine où je passe à chaque fois tout un tas d'examens. Donc, cathétérisme cardiaque, ECG, Holter, radio des poumons, échographie cardiaque, bilan sanguin, auscultation médicale par le professeur en cardiologie. Ma mère a aussi consulté d'elle-même et par 2 fois le service de génétique, mais aucune recherche d'anomalie ne lui a été proposée. Cette prise en charge à 2 heures de route de notre domicile est très contraignante, aussi bien pour moi, qui suis encore très jeune, que pour mes parents qui doivent jongler avec leur travail respectif. Elle affecte énormément notre vie sociale, mais elle est indispensable pour ma santé. En 2006, à mes 20 ans, je suis enfin autorisée à effectuer cette prise en charge hospitalière vers un cardiologue de ma ville, ce qui améliore nettement notre qualité de vie. Mes parents et moi commençons à souffler un peu. Même si je passe encore beaucoup d'examens, je suis une jeune à peu près comme tout le monde. Certains se moquent encore de ma voix très nasillarde. J'ai d'ailleurs un suivi orthophoniste et une petite anecdote à vous raconter à ce sujet. À cette époque, je prends des cours de piano et de solfège au conservatoire. Durant les cours de solfège, nous devons chanter. Ma professeure s'aperçoit alors très vite que ma voix est handicapante. Elle a l'impression d'entendre un double son et me demande même de passer un examen des cordes vocales car elle s'inquiète pour ma santé. L'examen ne révélera pourtant aucune anomalie, ma voix rauque et nasillarde n'a donc aucune explication particulière pour le moment. On me demande également qu'est-ce que c'est, tout en pointant du doigt ma cicatrice cardiaque. Quand on est jeune et qu'on manque de confiance en soi, on n'a pas vraiment envie de parler de nos soucis médicaux et on ne sait d'ailleurs pas trop quoi répondre. Cette cicatrice est le résultat de la sternotomie que j'ai subie durant ma chirurgie cardiaque. En effet,
Les médecins ont dû sectionner mon sternum par son milieu pour pouvoir effectuer mon opération. À cette époque, elle est encore très sensible et douloureuse au toucher. Ces douleurs ont heureusement diminué avec le temps, mais restent encore présentes par moments actuellement. Durant ma jeunesse, j'ai aussi une prise en charge podologique pour des troubles de la posture, ainsi qu'une prise en charge pour une scoliose et des douleurs inexpliquées dans tout le corps, ainsi qu'au niveau des cervicales. Je passe un sacré bout de temps chez le kiné. D'ailleurs, lorsque je parle de ces douleurs aux médecins, on me répète sans cesse qu'elles sont liées au stress, puisqu'il n'y a aucune explication notable sur les radios, à part une scoliose et un petit décalage du bassin. Mais malgré ces douleurs et quelques aléas, je passe une jeunesse épanouie. Je fais même beaucoup de sport, comme par exemple sur les photos. Je joue du piano dans un groupe également. Toutes ces activités m'aident énormément à avoir confiance en moi. Je n'ai pas de retard d'apprentissage, j'ai un amoureux et des amis. En bref, une vie de jeune bien remplie. Plus tard, j'ai même la chance de connaître des réussites. Je suis déjà quelqu'un de têtu qui se bat toujours pour arriver à ses objectifs. Malgré les obstacles qui se dressent devant moi, j'obtiens avec succès mon bac STT, mon diplôme de BTS tourisme et quelques années après, mon diplôme de secrétaire médical. À 24 ans, je réalise mon rêve et j'intègre le SIAM, une école de musique sur Bordeaux. C'est là que je rencontre l'homme de ma vie. En février 2017, je tombe enfin enceinte après 4 ans d'essai. La grossesse se déroule très bien. Nous attendons des jumeaux, un garçon et une fille. Ils s'appelleront Gwenaël et Erwan. Nous sommes comblés. Mais c'est vers le 4e mois que les soucis vont commencer. Lors de l'échographie, ma gynécologue décèle des anomalies sur nos bébés. En effet, Erwan a une dysplasie rénale multikystique droite isolée et Gwenaël présente un petit retard de croissance. Mais rien de très grave pour le moment. Je rentre tout de même dans le cadre d'une grossesse gémellaire à risque. Les échographies se multiplient et avec à chaque fois de nouvelles découvertes d'anomalies chez Erwan. En effet, un problème au cœur vient d'être repéré. Quant à notre fille, elle ne grandit toujours pas. Les différents spécialistes qui m'examinent s'interrogent sur l'origine des anomalies d'Erwan. Ils se demandent si les malformations de son cœur et de son rein sont isolées ou au contraire, si elles sont liées et donc d'origine génétique. C'est là que j'entends parler pour la première fois du syndrome de Guy-Georges, appelé aussi syndrome vélocardio-facial ou encore microdélétion 22q11.2. En effet, les symptômes que présente Erwan leur font penser à cette maladie génétique. Mais rien n'est sûr pour le moment. Quant à Gwenaël, sa petite taille aurait une explication mécanique. Elle serait en effet liée à sa position dans mon ventre. Les médecins sont donc plus optimistes à son sujet. Je vis alors une grossesse à risque complexe et très éprouvante, aussi bien moralement que physiquement. À 28 semaines de grossesse, le diagnostic s'aggrave et se complique, mais il n'est toujours pas fixé. Afin d'y voir plus clair, nous bénéficions d'échographies plus poussées à l'hôpital de Bordeaux, où je rencontre 2 médecins spécialistes des fœtus, dont l'un qui contrôle tous les organes et l'autre qui contrôle uniquement le cœur. Ces examens vont permettre de confirmer ou non l'hypothèse de l'origine génétique chez Erwan. Les nouvelles sont donc très mauvaises pour lui. En effet, les résultats de ces examens rapportent au total un hydramnios, c'est-à-dire trop de liquide amniotique, une bouche relativement étroite,
une malformation cardiaque conotroncale plus petite CIP, plus un thymus hypoplasique, ce qui induit un système immunitaire défaillant, plus un rein droit qui présente une dysplasie multikystique associée. On me programme alors une amniosynthèse en urgence pour Erwan et également pour Gwenaël. Les médecins sont confiants pour elle, mais veulent tout de même réaliser l'examen pour nos 2 bébés par mesure de précaution. C'est lors des résultats de l'amniosynthèse, à 6 mois de grossesse, que le diagnostic tombe enfin. Mes bébés et moi-même sommes tous les 3 atteints du syndrome de Digeorge. Nous sommes tous sous le choc de cette triple annonce, mais aussi bien ma famille que les médecins. Je viens de vous résumer une partie de mon livre, mais en réalité, entre la première échographie et l'annonce de ces résultats, il s'est passé 2 mois et donc énormément d'événements inattendus. Dans mon livre, je vous raconte les différentes étapes de mon parcours jusqu'à ce diagnostic du syndrome de Digeorge, mais je vous confie également tous les sentiments par lesquels je suis passée, cet ascenseur émotionnel sans fin, les différents moments d'espoir et de déception, ainsi que les galères administratives. Mon livre parle aussi de l'amour dans le couple, du soutien mutuel, de l'annonce de la maladie à notre entourage et de la place du père, de ses inquiétudes pour ses enfants et pour sa femme face à l'annonce d'une maladie peu connue du grand public. À travers l'écriture, j'essaie également de faire comprendre ce que l'on ressent quand le ciel nous tombe sur la tête, quand tous nos repères sont chamboulés et comment nous puisons dans nos énergies pour nous relever et se réadapter avec notre nouveau quotidien. Il y a donc aussi beaucoup d'espoir dans mon témoignage. La première partie est maintenant terminée. Je vais à présent vous parler donc du syndrome de Digeorge avec quelques explications un peu plus techniques et médicales. Donc c'est une maladie qui a bouleversé toute notre vie. Donc commençons avec un peu d'histoire. La délétion 22q11.2 est l'une des anomalies génétiques les plus courantes, pourtant beaucoup ignorent encore son existence. Historiquement, dans plusieurs pays, plusieurs syndromes ont été décrits à partir de certains signes cliniques avant de constater qu'il s'agissait finalement de la même anomalie génétique. En 1955, à Prague, c'est le docteur Sedlakova qui décrit chez 26 enfants des anomalies du voile du palais et un visage particulier. En 1965, c'est le docteur Digeorge qui décrit pour la première fois le syndrome de Digeorge, qui associe une cardiopathie congénitale et un déficit immunitaire avec une anomalie du thymus. En 1978, aux États-Unis, le docteur Sprenzen décrit le syndrome vélo-cardio-facial, ou VCFS, qui associe une insuffisance vélo-pharyngée, une cardiopathie congénitale et quelques caractéristiques du visage. En 1981, en Finlande, c'est le docteur Delachapelle qui est le premier à penser à une anomalie génétique. Il découvre alors que le trouble est associé au chromosome 22. En 1981, c'est le docteur Driscoll qui montre l'existence systématique d'une microdélétion du chromosome 22 détectable grâce aux marqueurs génétiques. Et enfin, en 1992, bien que l'appellation syndrome de Digeorge soit souvent employée en France et syndrome vélo-cardio-facial aux États-Unis, il semble plus approprié d'employer le terme délétion 22q11.2. Qu'est-ce que donc le syndrome de délétion 22q11.2? La microdélétion 22q11.2 est donc liée à la perte d'un petit fragment d'une région précise d'un des 2 chromosomes 22. C'est le micro-remaniement chromosomique le plus fréquent.
on estime qu'environ une personne sur 4000 est porteuse de cette microdélétion, ce qui représente plusieurs milliers de personnes en France. Dans 90% des cas, il s'agit de cas de novo, c'est-à-dire survenus accidentellement dans la famille, et dans 10% des cas, la microdélétion est héritée d'un des parents. Et il faut savoir qu'une personne avec peu de signes cliniques peut avoir un enfant atteint d'une forme plus sévère et inversement. Comment se passe la transmission? Donc sur le dessin de gauche, les chromosomes bleus et les chromosomes verts sont sains. Dans ce cas-là, les parents ne sont donc pas touchés par la délétion. Le chromosome bleu, ici plus court avec une petite barrette rouge, représente un chromosome touché par la délétion. Donc dans ce cas-là, nous avons ici un parent qui est non touché et un autre parent qui est également non touché par la délétion. Chaque parent transmet une copie de ses gènes par l'ovule ou le spermatozoïde. De nouvelles délétions de gènes spontanées se produisent dans l'ovule ou le spermatozoïde avant que le bébé ne soit conçu. Donc ici, le bébé est touché par la délétion 22q11. Elle est donc de novo, c'est-à-dire accidentelle. Dans le deuxième cas ici, nous avons ici un parent qui est touché par la délétion et un autre parent qui ne l'est pas. Le bébé reçoit un chromosome de chaque parent et il présentera l'une des deux combinaisons de chromosomes suivantes. Soit il ne sera pas touché avec une probabilité de 50%, soit il sera touché par la délétion avec également une probabilité de 50%. L'anomalie ne concerne qu'un des deux chromosomes, 22. Le risque de transmission est donc de 50% à chaque grossesse. Bien que l'anomalie génétique soit identique chez tous les patients, ses conséquences cliniques sont très variables. C'est un syndrome aux multiples signes et symptômes qui peuvent concerner toutes les spécialités médicales. Le diagnostic est en général aisé chez les patients présentant un tableau clinique de syndrome de Guy-Georges ou syndrome vélo-cardio-facial. Et chez les personnes présentant peu de symptômes ou de manifestations atypiques, il est souvent retardé ou non fait, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques en matière de conseil génétique et de prévention, comme dans mon cas. Donc, quel impact a ce syndrome? Il faut savoir que le segment de chromosome manquant porte des gènes qui interviennent dans le développement de plusieurs organes, avec des conséquences très variables. Chez certains, elles peuvent être très légères et pour d'autres, très handicapantes. Il existe environ 180 manifestations possibles. Aucune de ces anomalies n'est présente dans 100% des cas, mais elles sont toutes assez fréquentes pour être recherchées. Je vais donc vous en citer quelques-unes. Il faut penser à une microdélétion devant. Des malformations cardiaques dans 75% des cas. Elles peuvent parfois nécessiter une intervention chirurgicale. Celle-ci est généralement réalisée avant la période scolaire, comme dans mon cas avec la CIV. Une anomalie du palais de gravité différente dans 70% des cas, avec pour conséquence une voix hypernasale et des troubles articulatoires pouvant rendre le langage difficilement compréhensible. C'est mon cas avec ma bonne nasillarde, mais avec des conséquences légères puisque je n'ai pas de troubles du langage. On peut aussi retrouver une fente labiale et ou palatine. En effet, les fœtus porteurs d'une fente labiopalatine ont un risque accru de délétion 22q11. Également, il est possible d'avoir un abaissement de la concentration de calcium dans le sang, ce qui peut provoquer des crampes, des douleurs musculaires et ou une fatigue musculaire, voire des convulsions à type de crise d'épilepsie si l'enfant n'est pas traité.
Également des infections fréquentes ORL. Les otites à répétition peuvent se compliquer d'otites séreuses, parfois responsables d'un déficit auditif qui risque d'aggraver les difficultés d'apprentissage de la parole et du langage. Des perturbations du système immunitaire qui sont secondaires à une anomalie du thymus qui les expose à des infections. Ils ont aussi un risque plus élevé de développer une maladie auto-immune, comme pour notre bébé Erwan qui présentait une hypoplasie du thymus. Également des malformations du squelette, comme dans mon cas par exemple, avec des fusions des vertèbres cervicales et une hypoplasie de l'odontoïde avec une scoliose associée. On peut retrouver aussi des anomalies rénales, comme dans le cas d'Erwan, qui avait donc une dysplasie multikystique. On constate une dysmorphie faciale chez certains patients, avec une bouche petite, des yeux en amande, un menton en arrière, une racine du nez longue et parfois élargie, des oreilles petites et mal ourlées. Des difficultés d'apprentissage plus ou moins importantes, avec par exemple une marche retardée, de la lenteur ou maladresse dans l'exécution des gestes. Beaucoup ont un retard d'acquisition de la parole et du langage, lié en partie aux troubles articulatoires. Une déficience cognitive est possible, dont l'intensité est variable, mais souvent modérée. Une fatigabilité de l'enfant est très souvent présente et doit être prise en compte par l'entourage. Au niveau du comportement, ces enfants sont souvent relativement timides, voire solitaires, et peuvent quelquefois avoir des difficultés à s'intégrer dans un groupe, d'autant que leur voix nasonnée peut constituer une source de moquerie. Parfois très sensibles, ils peuvent se montrer anxieux, voire inhibés, quand ils se retrouvent confrontés à une situation ou un environnement nouveau. On retrouve aussi de nombreux troubles anxieux et plus rarement des troubles psychotiques tels que de la bipolarité, maladie maniaco-dépressive, psychose, troubles de l'humeur, dépression, hypomanie, schizophrénie, impulsivité ou encore certaines phobies. Chez l'homme, il existe 22 paires de chromosomes et une paire de chromosomes sexuels. Entouré en vert, le chromosome porteur de la délétion. Comment se passe le dépistage? Donc, avec le karyotype, qui est la représentation des chromosomes présents dans le noyau de nos cellules, il permet de faire apparaître les anomalies chromosomiques à l'origine de syndromes souvent invalidants. Pour conclure, chaque enfant porteur d'une microdélétion 22q11 est unique et aucun paramètre ne permet de déterminer à l'avance quel sera son avenir. Nous arrivons donc à la troisième partie de cette conférence et je vais aborder le thème de l'interruption médicale de grossesse. Durant une grossesse, lorsque le diagnostic du syndrome de Guy-Georges est établi et selon la gravité des symptômes, se pose alors la question d'une interruption médicale ou IMG. Dans mon cas, le syndrome de Guy-Georges a été diagnostiqué à environ 6 mois de grossesse, pour nos jumeaux et pour moi-même. La prise de décision de l'IMG m'a donc paru très difficile à ce terme de la grossesse. Ma gynécologue a écrit la préface de mon livre et pour comprendre notre décision d'IMG, je vais vous en lire un passage. J'ai rencontré Marion lors de sa première grossesse, une grossesse très attendue. L'histoire que nous avons vécue ensemble fait partie des situations les plus délicates rencontrées au cours de ma carrière. En effet, nous avons dû faire face non pas à une, mais à 3 annonces successives pour chacun de ces 2 enfants, mais aussi pour elle-même concernant une maladie peu connue du grand public.
Les manifestations du syndrome ainsi que leur sévérité sont extrêmement variables. Certaines personnes présentent un phénotype sévère, alors que d'autres ont des formes très atténuées, reconnues tardivement à l'âge adulte, voire méconnues. Malheureusement, il nous est impossible, en diagnostic anténatal, de prédire la sévérité de l'atteinte, qu'il n'y ait ou pas de malformation associée. Face à la complexité d'un tel tableau et les incertitudes soulevées, l'avis du Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est primordial afin de guider les prises de décision. Dans la suite de la préface, ma gynécologue explique également très bien quels sont les symptômes de ce syndrome et à quel point le tableau clinique peut être complexe selon les patients. Nos jumeaux présentaient déjà des signes très handicapants et leur vie aurait été un enfer. À 7 mois de grossesse, mon homme et moi avons donc choisi une interruption de grossesse car nous ne voulions pas d'acharnement médical pour soigner nos futurs enfants. Notre amour pour eux avait donc dépassé notre envie de les garder. C'est la pire des prises de décision qu'un parent puisse faire, mais c'est également une très grande preuve d'amour. Comme le dit ma gynécologue, cette prise de décision passe par de nombreuses consultations médicales. En effet, il faut savoir qu'entre l'amniosynthèse, les résultats, la prise de décision et l'IMG en elle-même, il se passe plusieurs semaines. Elles nous ont semblé interminables, surtout que mon ventre se développait de plus en plus et que nos bébés étaient hyperactifs. Dans mon livre, je vous raconte également toutes ces nuits blanches passées à me poser 10 000 questions, ce mélange d'espoir, de tristesse, de prise de conscience, de pleurs, cette descente aux enfers qui n'en finissait plus. Je vous livre mes plus intimes émotions afin de lever les tabous sur cette terrible épreuve et afin de faire comprendre aux autres ce que nous, parents endeuillés, avons traversé et ressenti. En rouge, voici les affections fœtales particulièrement graves et en gras et rouge aussi, celles qui concernent Erwan et Gwenaël. Donc, avec les anomalies chromosomiques, les malformations échographiques et les maladies génétiques avec handicap. Pour nous, il n'y avait donc aucune ambiguïté dans notre prise de décision. Comment se passe la procédure? La demande de d'IMG est faite par la mère auprès du gynécologue qui la suit pour la transmettre au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Un diagnostic prénatal sera pratiqué par 2 médecins dont l'un devra être reconnu comme expert auprès de la Cour d'appel ou de la Cour de cassation. Plusieurs examens peuvent être réalisés. Il s'agit d'établir un diagnostic précis, d'expliquer la pathologie aux parents et surtout discuter du pronostic. Il appartiendra ensuite aux 2 médecins désignés de se prononcer sur l'existence de fortes probabilités que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Ils établiront une attestation comportant leur nom, leur spécialité, leur appartenance au centre pluridisciplinaire et leur signature. Un exemplaire sera remis aux parents et l'original sera gardé dans le dossier médical de la patiente. Comment se passe l'accouchement? Le médecin m'a prescrit des médicaments antiprogestérone que j'ai pris 36 heures avant l'accouchement, en présence du médecin. Cette molécule accélère la maturation du col, prépare l'utérus aux contractions et peut induire des contractions utérines. Ensuite, avant d'injecter le féticide, le médecin a endormi préalablement mes 2 enfants in utero en injectant un produit via le cordon ombilical.
J'ai donc été piquée 2 fois pour nos 2 bébés. Le moment de l'injection a été extrêmement difficile à supporter, surtout que j'étais seule car mon homme n'a pas été autorisé à rester auprès de moi durant ce geste. Pour supporter la douleur, j'ai pu bénéficier d'une péridurale. Alors, on va voir pourquoi on évite de faire une césarienne. Beaucoup de femmes imaginent qu'une césarienne serait moins difficile à supporter psychologiquement. Mais les médecins évitent de recourir à cette intervention. D'une part, elle endommage l'utérus et entraîne un risque pour les grossesses futures. D'autre part, la césarienne n'aide pas à faire son deuil. Dans mon cas, j'ai donc subi 2 interruptions médicales de grossesse pour nos 2 bébés. Après l'IMG, un nouveau rendez-vous est prévu afin de nous renseigner sur les résultats d'examen effectués ou ceux devant être faits pour comprendre ce qui, d'un point de vue génétique, a été à l'origine des malformations. Nous avons ensuite bénéficié d'accompagnement psychologique pour nous aider à surmonter cette épreuve, car il s'agit d'un véritable deuil. Nous arrivons à la dernière partie de la conférence et je vais maintenant vous parler du deuil périnatal. Il faut savoir qu'il touche plus de 7000 familles chaque année. Il n'existe aucun terme dans le dictionnaire pour nommer les parents endeuillés. Nous utilisons donc un terme imaginé, les parrainages. Médicalement, le deuil périnatal concerne le décès d'un enfant en cours de gestation, pendant ou après l'accouchement, ou encore dans les premières semaines qui suivent la naissance. Quel est le statut de l'enfant? Cet enfant existe réellement, il possède donc un statut légal qui est enfant né sans vie, qui lui permet d'être inscrit sur le livret de famille et à l'état civil, mais uniquement sur le registre des décès. Ce qui ne lui permet pas par ailleurs de porter le nom de famille de ses parents, ni de ses frères et sœurs, mais seulement un prénom. Après la naissance, nous avons eu le choix de voir ou de ne pas voir nos enfants. Dans mon livre, je vous raconte ma rencontre avec nos jumeaux. C'était un réel moment de bonheur et d'amour. Je ne pensais pas qu'on pouvait ressentir une telle sensation d'apaisement dans un moment aussi douloureux. Nos bébés étaient lavés et habillés, et les découvrir nous a permis de nous rapprocher à quelque chose, comme par exemple les traits du visage ou encore la couleur de leurs cheveux. Avec le recul, on s'est en effet aperçu que nous surmontions mieux le traumatisme, car nos enfants existaient autrement que dans notre imaginaire. De plus, affronter la réalité évite de fantasmer sur des pseudo-malformations. Certaines équipes médicales prennent des photos qui sont conservées dans le dossier médical et sont à la disposition des parents qui ont refusé de voir le bébé sur le moment, mais qui le regrettent par la suite. Le retour à la maison a été un moment très douloureux. Nous sommes rentrés à la maison, les mains vides, la chambre et les berceaux étaient également vides. Les parents ont la possibilité d'organiser eux-mêmes des obsèques, seulement si nous le souhaitons. L'enfant donc pourra avoir une sépulture. Dans notre cas, nous avons dispersé les cendres au jardin du souvenir du village d'Urquit. Dans mon livre, je vous raconte toutes les étapes administratives que nous avons dû réaliser alors que nous étions en deuil. Dans ces moments-là, ce sont des tâches extrêmement difficiles et épuisantes. Mais avec du recul, je me rends compte qu'elles m'ont aidé à faire mon deuil. C'est un deuil qui se fait avec une grande pudeur, car socialement, il est assez peu reconnu. Nous avons été frappés de plein fouet, alors que nous étions dans une période très heureuse de notre vie. Tous nos projets se sont écroulés, et notre avenir également. La vie semble réduite à néant, et pourtant, il faut bien continuer à vivre. On surpasse
ce traumatisme avec un long processus. D'abord la colère, puis la culpabilité. La mort périnatale a également un impact sur toute la famille et aussi sur les enfants à venir. Il faut aussi savoir se retrouver en couple et parvenir à faire de nouveaux projets. Certains imaginent déjà une nouvelle grossesse ou un déménagement par exemple. La grossesse qui suit un deuil périnatal peut ne pas être vécue comme une grossesse ordinaire. Pour nous, elle sera d'autant plus compliquée puisque je suis moi-même atteinte de la microdélétion. Comme nous l'avons vu précédemment, j'ai donc 50% de risque de transmettre mon chromosome 22 défaillant à nos futurs enfants. Pour ne pas avoir à subir une deuxième fois cette épreuve difficile, nous sommes alors entrés dans un parcours très compliqué qui est celui de la FIV avec diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic génétique préimplantatoire ou DPI est une technique qui permet de détecter d'éventuelles anomalies génétiques ou chromosomiques dans les embryons conçus après une fécondation in vitro. Dans notre situation, elle se fait à Nantes à 5 heures de route car il n'y a pas de centre dans notre région. Il existe bien un centre de FIV à Bellara à Bayonne, mais ils ne sont malheureusement pas habilités à faire les DPI. C'est donc un parcours très éprouvant, aussi bien physiquement que mentalement, avec multitude d'examens médicaux, des prises d'hormones médicamenteuses et encore des injections quotidiennes. Ce parcours n'est d'ailleurs pas très bien vu ni compris dans le monde du travail. En effet, il est très difficile de jongler entre les obligations professionnelles et les nombreux rendez-vous et traitements imposés par les centres de FIV. Mais là aussi, c'est un autre sujet. La conférence touche à sa fin, mais avant de vous quitter, voici quelques conseils qui peuvent nous aider en tant que parents endeuillés. Évitez de nous dire « c'est sans doute mieux comme ça, vous pouvez toujours avoir un autre bébé, ça ira mieux avec le temps. À la place, vous pourriez accepter que nous ne soyons plus tout à fait les mêmes, penser à nous le jour de leurs anniversaires, appeler nos enfants par leur prénom, et encore, laissez-nous parler d'eux. » Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette conférence vous a plu. Je remercie la médiathèque de Biarritz et plus particulièrement Mayalène Sanchez, ainsi que Jean-Louis Chollet et le docteur Bernard Falaise de m'avoir permis d'organiser cette conférence dans ce magnifique lieu. Je remercie également une nouvelle fois toutes les personnes qui avaient participé à la cagnotte me permettant d'auto-publier mon livre, car sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Pour celles et ceux qui souhaitent une dédicace, je serai ravie de vous rencontrer dans quelques instants. Mais avant cela, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur les microdélétions, alors dans mon cas, ma gynécologue la connaissait très bien en tout cas. Donc elle la connaissait bien. Le diagnostic a été un peu tardif, mais elle y pensait quand même relativement tôt. Elle y a pensé quand même vers le 4e mois et les examens ont confirmé. Dans mon cas, oui. Après, pour le reste, je ne veux pas trop m'avancer, mais voilà. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ta question, mais en gros, est-ce que la... Puisqu'il y a une délétion, c'est-à-dire qu'il y a une partie du chromosome qui... Non, la délétion... Alors, selon chaque maladie, la délétion ou la duplication, parce qu'il peut y avoir soit trop, soit pas assez, c'est toujours sur le même chromosome. Alors après, dans mon cas, par exemple, je parle que celle que je connais, dans mon cas, tu as donc 2 barrettes de chromosome 22,
et j'ai une microdélétion sur une des deux barrettes. Mais par contre, dans ma situation, pour le syndrome de Dean-George, on ne sait pas exactement quelle est la barrette. Voilà. On sait que c'est une barrette qui est en moins, mais quel gène, on ne sait pas exactement. On sait une partie, mais pas exactement. C'est pour ça qu'on a des symptômes variables selon les patients qui ont la même microdélétion. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à venir me retrouver pour la dédicace.